Le prochain quinquennat sera déterminant pour le développement de la filière hydrogène. Il faut accélérer. On le voit à l'étranger, que ce soit aux USA avec la loi sur les infrastructures du président Biden. On le voit dans l'accord de coalition allemand, où il est clairement dit que l'ambition sur l'hydrogène doit être augmentée, avec notamment un passage de 5 à 10 gigawatts d'électrolyse. Que ce soit en Chine, où maintenant on parle de 100 gigawatts d'électrolyse. Il faut véritablement accélérer. C'est en ce sens que nous avons préparé un livre blanc à destination des candidats à l'élection présidentielle. Livre blanc articulé autour de 5 axes. Tout d'abord, s'assurer d'un développement de l'énergie primaire et donc notamment accélérer sur le développement des renouvelables. Deuxième axe, assurer une maîtrise des prix de l'électricité et probablement pour avoir une électricité compétitive et probablement donc aller vers des contrats long terme. Troisième axe, garantir la neutralité technologique. La technologie majeure, c'est le développement par l'électrolyse, mais la biomasse permet également d'obtenir de l'hydrogène bas carbone, ainsi que le vaporéformage de fossiles, gaz naturel, pour autant qu'on séquestre le gaz carbonique produit. Quatrième axe, accélérer sur le déploiement de la mobilité hydrogène et notamment accélérer sur le déploiement d'une infrastructure de recharge qui donne un confort suffisant à l'utilisateur. Et enfin, contribuer à la réindustrialisation. Ça implique le développement de gigafactory d'électrolyseurs, gigafactory de piles à combustible, mais également travailler sur la formation, développer les formations tournées vers l'hydrogène de façon à disposer à l'avenir, quand je dis à l'avenir, c'est très rapidement, des compétences nécessaires au déploiement de la filière. Voilà, très rapidement résumé, les 5 axes qui nous ont guidés dans la rédaction de ce livre blanc. Bonjour à toutes et à tous. En introduction, laissez-moi dire quelques mots sur France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui fédère l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. Nous jouissons d'une très forte dynamique, mais c'est cette dynamique dont on va parler cet après-midi et qui, parcourt à la fois la France, l'Europe, le monde. Nous étions 120 membres en début 2019, nous sommes maintenant plus de 400. Des grands groupes, des PME, des PMI, des startups, tous les centres de recherche qui travaillent sur l'hydrogène en France sont membres de France Hydrogène. Et ce qui est probablement notre spécificité, nous sommes une association, on n'est pas un syndicat, on a à bord des collectivités, toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène, mais également des métropoles, des communautés de communes, des syndicats d'énergie, des syndicats de transport et des pôles de compétitivité. Alors, là, il y a toujours un moment délicat, c'est le moment où… Partage l'écran. Voilà, c'est le partage d'écran. Alors, je pense que c'est ça. Partager. Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Donc, comme vous le savez, depuis le 8 septembre 2020, la France a une stratégie hydrogène fondée sur 3 piliers. Décarboner l'industrie et s'appuyer sur les grandes quantités qui vont être nécessaires pour les grandes quantités d'hydrogène qui vont être nécessaires pour décarboner l'industrie, pour développer une filière française de l'électrolyse compétitive. Deuxième pilier, développer les mobilités professionnelles. Par mobilité professionnelle, on entend les mobilités lourdes, donc les poids lourds, les bus, les autocars, les bennes à ordures, les trains, les bateaux, les avions, ou mobilité intensive, donc tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, ou les taxis, par exemple. Et troisième pilier, c'est le constat que la France est bien placée dans la compétition pour l'hydrogène. La France est même reconnue comme étant un des pays de tête, aux côtés de l'Allemagne, aux côtés du Japon, aux côtés de la Corée et aux côtés de la Chine. Mais il faut rester à ce haut niveau d'excellence et donc développer la recherche, développement, innovation par la mise en place d'un programme prioritaire de recherche.
Le 8 septembre, le gouvernement a annoncé qu'il mettait 7,2 milliards pour soutenir ce développement. Et lors de son discours, lors de la présentation de son discours programme 2030, en octobre dernier, le président Macron a donc fait de l'un de ses 10 objectifs, a indiqué que l'un de ces 10 objectifs, c'était faire de la France le leader de l'hydrogène vert. Et sur les 30 milliards de ce programme France 2030, 1,9 milliard serait alloué au développement de l'hydrogène. Le deuxième chiffre qui avait été annoncé en septembre 2020, outre les 7,2 milliards, c'est 6500 mégawatts, c'est-à-dire arriver à mettre en place à l'horizon 2030 6500 mégawatts d'électrolyse pour produire de l'ordre de 680 000 tonnes d'hydrogène. Évidemment, générer des emplois. Et alors, tout ça se fait dans un cadre européen. J'y viens maintenant. Donc, l'Union européenne avait annoncé sa stratégie hydrogène peu de temps avant que la France n'annonce la sienne. C'était en juillet 2020, avec l'objectif de 10 millions de tonnes à l'horizon 2030, qui serait produit par 2 fois 40 gigawatts, 40 gigawatts sur le territoire de l'Europe et 40 gigawatts dans les pays limitrophes. Alors on citait l'Ukraine et on citait également l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. C'était avant la guerre, je dirais. Il serait question d'augmenter cet objectif de 10 millions de tonnes et de le passer, d'ajouter 10 millions de tonnes à ces 10 millions de tonnes qui sont déjà annoncées. Un certain nombre de… Tout ça se place dans un cadre européen avec donc une alliance pour l'hydrogène propre qui réunit des hauts responsables de la Commission et des patrons d'entreprises de façon à voir comment tout ça peut se mettre en place, tout ça peut progresser. Et un élément majeur, c'est la démarche IPCEI, acronyme barbare pour dire projet important d'intérêt européen commun, c'est-à-dire faire sur l'hydrogène ce qui a été fait sur la batterie, c'est-à-dire que reconnaître que les technologies d'hydrogène sont des technologies stratégiques pour l'Europe et par conséquent, il faut assouplir tout ce qui est dispositif d'aide d'État de façon à ce que les États puissent soutenir leurs champions et les faire décoller. 120, dans ce cadre-là, un certain nombre de projets ont été déposés, 120 au total, de la part de 18 États membres. Et ce grand nombre, alors pour la France, c'est 15 projets qui ont été déposés. Et ce grand nombre de projets fait que on s'attendait à ce que, disons, les choses soient bouclées en fin 2021. Et le grand nombre de projets fait que la démarche a pris du retard. Et on s'attend au cours du premier semestre à avoir la notification que les projets pré-notifiés au cours de l'année dernière vont pouvoir être soutenus par les États correspondants. Vous avez noté également le 14 juillet dernier le paquet Fit for 55 qui augmente assez notablement les exigences en matière de protection du climat. Alors, on avait donc la stratégie nationale donnée, en septembre 2020, on avait essentiellement 2 chiffres, c'est-à-dire atteindre 6500 mégawatts d'électrolyse et un soutien à hauteur de 7,2 milliards. Ce que nous avons voulu produire, c'est quelle démarche, comment arriver à cet objectif de 6500 mégawatts, et c'est 680 000 tonnes à l'horizon 2030. Ça a été l'objet d'une étude que France Hydrogène a menée au cours du premier semestre 2021, que nous avons publié en septembre dernier, et de l'analyse des consommations actuelles, des besoins potentiels, des projets qui sont déjà, disons, envisagés. On arrive assez rapidement à l'image suivante, c'est-à-dire que le déploiement de l'hydrogène va d'abord se concentrer dans 7 bassins. D'autres appellent ça des clusters ou des hubs. On appelle ça des bassins, qui sont les ports, le port de Dunkerque, le port de Saint-Nazaire, le port de Fos,
les vallées, la vallée de la Seine, l'axe Seine, depuis le Havre jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, la vallée du Rhône et avec également tout le bassin de Grenoble, et les zones frontalières, Alsace-Lorraine avec des connexions avec l'Allemagne et Nouvelle-Aquitaine-Occitanie avec des connexions avec l'Espagne. Ces 7 bassins vont concentrer à peu près 85% des besoins à l'horizon 2030, 85%. Le reste fera l'objet sera le théâtre de stations de recharge pour le transport lourd, donc le long des autoroutes, le long des grands axes, des stations de recharge essentiellement. Il y aura probablement un peu d'industrie diffuse, mais disons les grands pôles industriels sont dans les bassins que j'ai cités. Compte tenu du renforcement des exigences en matière de protection climatique, j'ai cité Fit for 55 de la part de l'Union européenne, mais également la loi française climat résilience, nous avons étudié un scénario plus ambitieux que le scénario de référence qui était l'objet de la stratégie nationale. Et nous envisageons donc une augmentation de la production d'hydrogène renouvelable à hauteur de 1 million 100 000 tonnes à peu près, et qui serait produit là par 10 gigawatts d'électrolyse et non plus 6,5 gigawatts. Pour donner un ordre de grandeur, en matière de stations de recharge, nous estimons qu'entre 1000 et 1700 stations seraient suffisantes pour donner un certain confort aux utilisateurs, que ce soit donc ces stations le long des grands axes ou dans les agglomérations et les métropoles. Là, ça va trop vite. Non. Alors, quels sont donc c'est l'État, donc c'est ça la feuille de route que nous nous sommes fixés. Quels sont les enjeux maintenant? Essentiellement des enjeux de 3 natures. Les technologies sont matures, on y reviendra peut-être dans la suite des exposés. Les technologies sont matures, mais elles restent trop chères. Alors, certains bons esprits disent retournez dans vos laboratoires, quand vous serez prêts, vous reviendrez. Ce n'est évidemment pas la bonne démarche, à l'instar de ce qui s'est fait dans les autres technologies émergentes. Je peux penser à tout ce qui est panneaux solaires ou écran plat. C'est par le changement d'échelle, en se déplaçant sur la courbe d'expérience, qu'on peut véritablement réduire les coûts. Il faut évidemment en parallèle continuer la recherche, le développement et l'innovation. Le deuxième enjeu, c'est promouvoir la neutralité technologique. Et le troisième, c'est participer à la réindustrialisation. Je vais revenir rapidement sur chacun de ces 3 points, mais auparavant, il serait bon de faire un petit zoom sur le coût de production de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est de l'électricité, l'hydrogène obtenu par électrolyse, c'est finalement de l'électricité faite gaz. Donc, il faut se préoccuper du rendement de l'électrolyseur. Actuellement, avec les électrolyseurs actuels, c'est de l'ordre un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 55 kWh pour obtenir 1 kg d'hydrogène. Si votre électricité vaut 100 € du mégawattheure, la composante prix de l'électricité dans le prix de revient du kilo d'hydrogène, c'est 5,5, et après, vous faites toutes les règles de 3 que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, pour 50 € du mégawattheure, 2,75. Actuellement, les électrolyseurs sont, là c'est un prix plutôt bas, entre 1000 et 1500 € du kilowatt. Ça dépend également de combien de temps, quel est le mode de fonctionnement de votre électrolyseur. S'il est au pied d'une éolienne ou au pied d'une éolienne offshore, ou s'il est relié au réseau, c'est évidemment pas le même facteur de charge. Là, l'exemple, c'est pour une éolienne onshore, pardon. Donc 2000 heures, avec des conditions de financement, disons, raisonnables, un taux de 5% sur 20 ans. Les OPEX, en général, on en prend un pourcentage du CAPEX, là, 2%. Bon, tout calcul fait, vous trouvez 2,75. C'est-à-dire que là, on arrive à un prix de revient de 5,5. Il faut comparer au coût de l'hydrogène tel qu'il est produit actuellement. Actuellement, l'essentiel de l'hydrogène est produit par vaporéformage, c'est-à-dire en cassant la molécule de méthane. Le prix de revient est de l'ordre de 1,5
Enfin, c'était 1,5 lorsque le gaz était à 20 euros du mégawattheure. Si le gaz est à 60 euros du mégawattheure, c'est plutôt 3,5 d'ailleurs, auquel il faut ajouter soit une taxe carbone. Donc là, 1 euro 1 euro du kilo, c'est dans le cas d'une taxe carbone qui serait de 100 euros de la tonne, puisque la production d'un kilo d'hydrogène par vaporeformage produit à peu près 10 kilos de gaz carbonique. Donc on voit le gap qui existe. Alors ce gap est évidemment réduit si le gaz naturel devient plus cher, mais dans le même temps, et c'est bien le débat actuel sur le coût de l'électricité, si le prix du gaz naturel augmente, le prix de l'électricité augmente également. En revanche, si on considère le petit cartouche gris qui est en bas à droite de la slide, là, si l'électricité est à 10 euros du mégawattheure et un électrolyseur beaucoup moins cher, là, on voit que ça peut être très compétitif. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça n'existe pas. Ben, si, dans des pays où l'ensoleillement, disons, où il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, on peut arriver à avoir il y a des appels d'offres actuellement qui sortent à entre 10 et 20 euros du mégawattheure. Et par ailleurs, si on se déplace sur la courbe d'expérience et si on produit massivement des électrolyseurs, les fabricants d'électrolyseurs nous disent qu'on peut arriver à 350 euros du kilowatt installé à l'horizon 2030. Tout ça pour dire que, disons, il y a des marges de progrès tout à fait importantes qui existent et on entrevoit les solutions qui peuvent se dégager. Alors, changer d'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire contribuer la période de démonstration des démonstrateurs et je dirais tire à sa fin. Et il faut maintenant s'efforcer de cumuler les usages mutualisés de façon à créer des écosystèmes territoriaux d'envergure. Tout est à construire. Les usines d'électrolyseurs sont à construire. Les usines pour fabriquer les piles sont à construire. Les véhicules à hydrogène sont encore trop peu nombreux. Il n'y a pas de station de recharge pour recharger les véhicules. Enfin bref, il faut créer un marché. Et ce marché, on le voit se dessiner. On voit sur la base des bassins que j'évoquais précédemment, pour assurer la sécurité d'approvisionnement pour les consommateurs, et notamment les consommateurs industriels, il va falloir mettre en place une infrastructure. L'infrastructure va être, je dirais, le sous-jacent nécessaire à la mise en place de ce marché européen de l'hydrogène, à l'instar de ce que l'on constate, ce qu'on a mis en place pour le marché de l'électricité ou le marché du gaz naturel. Il y a des transactions qui se font entre les opérateurs, acheteurs et vendeurs, mais pour que ces transactions puissent avoir lieu et pour qu'une véritable concurrence existe entre les fournisseurs, il faut cette infrastructure sous-jacente et c'est vers cela que l'on tend à partir des bassins identifiés précédemment. Et les opérateurs de réseaux de gaz ont déjà réfléchi à la question et ils imaginent, ça c'est au niveau donc européen, 23 opérateurs de réseaux de transport de gaz naturel. Ils imaginent un réseau transeuropéen d'hydrogène qui serait de l'ordre de 12 000 km à l'horizon 2030 et 40 000 km à l'horizon 2040, fait pour les 2/3 ou les 3/4 de tuyaux de gazoducs reconditionnés pour l'hydrogène et pour 1/3 ou 1/4 de nouveaux tuyaux spécifiquement posés pour transporter l'hydrogène. Vous voyez les coûts de transport, ça on pourra éventuellement y revenir, un coût de transport de l'ordre de 0,1 à 0,2 euros par kilo et par 1000 km. Deuxième enjeu, promouvoir la neutralité technologique. Alors là, c'est un message, je dirais, à la direction de Bruxelles qui, la Commission est quand même très fortement, a une très forte tendance à ne privilégier que l'électricité renouvelable. Donc, ça a été tout l'enjeu, tout le débat sur la taxonomie verte qui essaie de fixer un seuil en dessous duquel l'hydrogène sera
considéré comme renouvelable ou bas carbone, sera vertueux et au-delà duquel, disons, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Donc, et ça, c'est particulièrement important pour la France, notamment puisqu'on dispose sur le réseau français d'une électricité très bas carbone du fait du parc nucléaire, mais également du parc hydroélectrique. Tout un débat, mais je n'ai pas le temps de l'approfondir, sur les critères d'un acte délégué pris dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables, la RED 2, avec des critères assez contraignants sur le développement des renouvelables à destination de l'hydrogène renouvelable, oui, puisqu'on est dans la renouvelable. Par ailleurs, vous l'avez vu, la stratégie française met clairement l'accent sur l'électrolyse. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas que l'électrolyse, mais il y a d'autres moyens de faire de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Bas carbone, c'est par exemple poursuivre l'utilisation des installations de vaporéformage, mais y adjoindre, si possible, des installations de captage et séquestrer capter le gaz carbonique et séquestrer ce gaz carbonique dans des aquifères salins, par exemple en mer du Nord, ou également une solution qui n'est pas complètement satisfaisante, mais qui permet quand même de gagner un tour, c'est de réutiliser ce gaz carbonique. Il y a des solutions que j'ai qualifiées là de plasmalyse du méthane, c'est soit des torches à plasma, soit des micro-ondes qui permettent de casser la molécule de méthane. Vous avez d'une part de l'hydrogène et du carbone black, du noir de carbone, qui peut être utilisé dans l'industrie ou dans l'agriculture, et qui est donc un hydrogène qui est, je dirais, renouvelable ou bas carbone, pour autant que l'électricité qui a servi à la torche à plasma ou au micro-ondes est renouvelable ou bas carbone. Il y a également des solutions de pyrogazéification. Vous pouvez pyrogazéifier des déchets ou de la biomasse, ou thermolyser la biomasse, qui a l'avantage en plus de donner un biochar qui est un bon adjuvant pour les sols, dans le cadre de sols soumis à des stress hydriques. Puis je passe également très vite sur la production d'hydrogène à partir de gisements d'hydrogène. Donc c'est toute la question de l'hydrogène à l'état naturel et également la production d'hydrogène à partir d'algues. Alors, oui, je reviens rapidement sur la question de l'électricité renouvelable. Il est clair qu'il va falloir remplacer tout ce qui est fossile. Donc, il va falloir des quantités d'hydrogène assez considérables. L'hydrogène ne fera pas tout, évidemment, mais il va falloir des quantités d'hydrogène assez considérables et donc suivre ça de près, le développement des renouvelables ainsi que le développement des moyens alternatifs tels que le nucléaire. Le dernier point, participer à la réindustrialisation. Oui, c'était un message clair du ministre de l'économie en septembre 2020. Il est hors de question de faire ce qui a été fait sur les panneaux solaires, c'est-à-dire que l'argent du contribuable français a finalement permis de développer une filière chinoise du panneau solaire. Donc, maximiser le contenu local et renforcer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Et le dernier point qui est particulièrement important pour disons pour les ingénieurs et scientifiques de France, c'est développer les compétences, la formation, de façon à avoir, le moment venu, la main-d'œuvre nécessaire pour développer et exploiter ces installations de production d'hydrogène, production et utilisation d'hydrogène. Donc, un objectif de souveraineté technologique. Bon, je passe très vite. Une dynamique très puissante, donc des mises en bourse récentes très réussies, des projets de Gigafactory, des projets dans toutes les régions. J'en arrive à la conférence. Philippe, je vous coupe, on va passer puisque une partie de ces entrées en bourse font partie de notre emploi du temps cet après-midi. Très bien. Bon, ben voilà. Donc, simplement en conclusion, si je peux me permettre. C'est rapide. Allez-y. L'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition énergétique. Il faut simplement l'utiliser à bon escient. C'est un vecteur énergétique polyvalent, donc privilégier une approche systémique qui donc sortir des silos et faire en sorte qu'on arrive à mutualiser les usages de façon à massifier et réduire les coûts. Poursuivre évidemment recherche, développement, innovation, il y a encore à progresser.
Tout cela se fait dans un cadre européen et l'Europe a de forts atouts, mais en maximisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contenu local. Et enfin, on marchera sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois en faisant évoluer la réglementation et en mettant en place des soutiens publics importants, au moins dans une période initiale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Philippe.